thèse sur le comportement thermo-hydromécanique des sols fins compactés dans le contexte de l'application au stockage de chaleur. Je me présente tout d'abord, je suis Rawana Youssef, une doctorante en troisième année au LEMTA, Laboratoire Énergie et Mécanique théorique et appliquée. C'est une unité mixte de recherche de l'Université de Lorraine et du CNRS. Notre laboratoire, c'est l'un des 7 laboratoires du pôle scientifique AMPP. Il est associé à 10 écoles au département d'ingénierie et il est connecté à l'école doctorale SIMPE. Le laboratoire LEMTA, il est composé de 3 groupes de recherche avec une équipe transverse qui est l'équipe IRM. Moi, je fais partie du groupe énergie et transfert, équipe Mécasol géotechnique. Et je travaille en collaboration avec l'équipe IRM. Je commence avec le contexte général de mon travail. Comme l'on voit ici que jusqu'à ce jour, en France, la moitié de la demande énergétique est encore satisfaite par les combustibles fossiles. Donc, face aux défis écologiques, le recours est vers l'utilisation des sources renouvelables. Parmi ces sources, on a l'énergie solaire. Cette énergie, elle est intermittente car elle se fluctue entre le jour et la nuit selon la saison. Donc, la solution, c'est le stockage saisonnier de cette énergie thermique dans les remblais de sol. Lorsqu'elle est disponible, c'est plutôt en été et de pouvoir l'utiliser ensuite lorsqu'on a besoin, c'est plutôt en hiver. On voit à la fin que le cycle se répète. Bien que les remblais de sol sont un bon endroit pour stocker l'énergie thermique grâce à leur capacité thermique, à leur disponibilité, mais dans ce cas, ils sont soumis à des sollicitations thermohydriques. Je présente ici une simulation numérique qui a été faite par Boukili et al. En 2016 en couplage thermohydrique, mais ils n'ont pas pris en compte l'effet des écoulements en phase vapeur. Ils ont imposé une température de 50 degrés aux échangeurs. Donc, proche de ces échangeurs, la température du sol, elle était de 45 degrés. Puis, en s'éloignant, elle diminue. Elle atteint une température qui est proche de 20 degrés à l'interface sol-atmosphère. Donc, on voit bien qu'il y a des gradients de température qui s'appliquent dans le sol. Sous l'effet de ces gradients de température, il y aura des migrations de l'eau sous forme liquide ou de vapeur vers les couches superficielles. Et dans ce cas, une perte d'humidité, elle peut modifier la capacité thermique du sol et ainsi l'efficacité énergétique de tout le système. De plus, ces sols, ils sont soumis à des sollicitations externes qui sont liées aux conditions climatiques à l'interface sol-atmosphère. Et donc, ces interactions complexes, elles peuvent aboutir à l'apparition des fissurations qui peuvent se développer en profondeur et ainsi, elles peuvent accélérer le séchage des couches profondes. Alors là, notre objectif, c'est de mieux comprendre ces phénomènes, de caractériser les transferts couplés thermiques et hydriques, d'étudier la distribution et la mobilité de l'eau sous des conditions isothermes et aussi non isothermes avec des gradients de température et de pouvoir finalement utiliser l'ensemble des paramètres obtenus expérimentalement pour une modélisation thermohydrique qui sera capable de présenter d'une manière significative et réaliste les phénomènes intervenant à l'interface sol-atmosphère et à l'interface sol-échangeur. Pour cela et pour répondre aux problématiques, on a réalisé des essais de séchage en colonne. On a réfléchi à faire un essai en laboratoire qui permet de caractériser les propriétés hydrodynamiques du sol sous des conditions non isothermes. Et donc, on a appliqué 2 techniques. La première, c'était par mesure des suctions en utilisant les papiers filtres et détournement par les pesées. Cette technique, elle était efficace, mais elle a besoin d'un temps pour l'acquisition et pour réaliser les essais. Et donc, pour minimiser le temps d'acquisition, pour utiliser une méthode qui est plus précise à l'échelle millimétrique et qui est non destructive, on a utilisé aussi l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. Et aussi pour pouvoir étudier l'effet de la température sur la création des fissurations, sur leur initiation, propagation, on a fait des essais de fissuration dans une enceinte climatique qui est équipée d'une caméra pour prendre des photos de la surface qu'on pourra utiliser pour des traitements d'images et aussi des profilomètres laser qui prend la déformation en surface en 3D. Ce qui est essentiel après, c'est de pouvoir aussi étudier cet effet sur les écoulements. L'ensemble des résultats a été réalisé sur un sol qui était extrait de la région parisienne, c'est le limon de Plaisir.
Je présente ici les informations. On peut revenir à la fin pour des détails, mais ce qui est important, je présente que son état de compactage a été choisi à 95% de l'Optimum Proctor pour optimiser le stockage de chaleur. Je commence avec la première technique qui est mesure des suctions avec les papiers filtres et déteneurs en eau. Premièrement, les échantillons ont été tous préparés de la même manière. Ils ont été compactés, puis emballés chacun à part pour 24 heures pour arriver à l'homogénéisation. Ensuite, ils ont été montés dans une colonne en les superposant et en interposant entre deux successives des papiers filtres. J'en parlerai dans le diapo suivant. Ensuite, toute la colonne a été emballée, même la surface, pour 24 heures pour arriver à l'équilibre. Ensuite, pour réaliser les essais, seulement la surface a été ouverte à l'air libre pour permettre l'évaporation. La colonne a été appliquée dans des différentes conditions. Le premier essai, c'était un essai isotherme à température homogène de 20 degrés à l'extérieur et à la base. Et le deuxième essai était un essai non isotherme où la colonne a été mise sur une plaque chauffante de 40 degrés et la température extérieure est restée de 20. Comme on voit dans la figure que des thermocouples ont été insérés à chaque profondeur pour permettre le suivi continu de la température à chaque niveau. On voit ici les rainures qui permettent l'insertion des thermocouples. Et à la base, on a utilisé un disque de saphir. C'est à la base entre la colonne et la plaque chauffante pour assurer comme un contact qui est homogène entre les deux. Je présente ici la structure de la colonne. Lorsque le séchage débute, on pèse régulièrement, dans un intervalle de 3 à 4 heures, la masse des échantillons qui donnent les profils des teneurs en eau. Et ainsi, le petit papier filtre-là, qui est protégé par deux grands papiers filtres, il s'équilibre avec le sol. On pèse aussi régulièrement sa masse, on obtient sa teneur en eau. Et donc, à partir d'une courbe de calibration, on peut monter à la succion et on obtient donc les profils des succions. À noter que ces papiers filtres ont été calibrés en température grâce aux thermocouples qui ont été insérés à chaque position. Je présente ici les résultats qu'on a obtenus, les résultats des profils de teneur en eau et de succion. Je commence avec l'essai isotherme. Comme on voit qu'au début, on était à un état initial homogène dans toute la colonne. Ensuite, un gradient de succion se développe en tête de la colonne à l'interface sur l'atmosphère en réponse au séchage qui est plus important à la surface qu'à la base. Pour l'essai non isotherme, on va connaître aussi en même état initial homogène que celui de l'essai isotherme, car on a commencé avec le même état initial, les mêmes échantillons. Et donc, comme la plaque a été maintenue à 40 degrés, et la température extérieure était à 20, on voit qu'un gradient thermique vertical se développe à l'intérieur de la colonne. Et donc, proche de la source de chaleur, on voit qu'il y aura une évaporation qui est rapide, qui induit un transfert d'humidité vers les couches superficielles, qui est traduite par une légère diminution des succions pendant les premières 24 heures dans les zones intermédiaires, ensuite suivie d'une augmentation et donc d'un séchage. L'ensemble des profils a permis d'obtenir les courbes de rétention pour les deux essais. Je présente ici en noir, c'est pour l'essai isotherme, et en rouge, c'est pour l'essai non isotherme, qui est présenté en fonction de la distance de l'interface sol-atmosphère à 15, 30, 45 et 60. On voit, premièrement, les points expérimentaux de l'essai isotherme, ils ont été calés en utilisant le modèle de Weingarten. On voit que les deux courbes pour les deux essais, ils ont une même tendance, mais il y a beaucoup de perturbations qui est liée à l'effet de la température dans l'essai non isotherme, surtout dans la zone transitoire qui correspond aux succions moyennes. Et on voit aussi que les points, elles correspondent aux zones qui sont superficielles. On verra ça dans les discussions après. Aussi, les courbes de conductivité hydraulique non saturée ont été calculées pour les deux essais. Pour l'essai isotherme, en appliquant la loi de Darcy généralisée. Et pour l'essai non isotherme, on a corrigé l'effet de la température sur la viscosité, mais il reste l'effet de la phase vapeur.
On voit qu'on était au début à cet état initial. Après, les succions, elles diminuent. Ça correspond à la phase de réhumidification des zones intermédiaires. Et dans la zone des suctions moyennes, on voit que la conductivité hydraulique non saturée, elle diminue d'une manière significative par rapport à la courbe de l'essai isotherme. Elle est suivie par une augmentation d'un ordre de grandeur pour les fortes suctions. Alors, pour mieux comprendre ces phénomènes, on a étudié l'évolution des flux hydriques pour les deux essais à chaque profondeur. On voit que pour la zone qui est proche de la source de chaleur, il y a un flux hydrique qui apparaît dans l'essai non isotherme dès les premières heures. Alors pour l'essai isotherme, aucun flux n'apparaît pour la même profondeur durant la même période. De même, pour la zone qui est proche de l'interface sol-atmosphère, qui est en bleu, on voit que pour les deux essais, il y avait un flux hydrique, mais ce flux, il diminue rapidement, il s'annule pour l'essai isotherme, mais il reste pour une longue période pour l'essai non isotherme. C'est dû à la combinaison de l'évaporation et aussi des transferts et de la redistribution de l'eau à cause de l'effet de la température dans l'essai non isotherme. Donc, ça confirme que proche de la source de chaleur, il y aura une évaporation qui induit un transfert d'humidité vers les couches superficielles sous forme de vapeur, avec une condensation temporaire dans ces zones qui est suivie par un séchage. Là, j'ai présenté la première technique. Je note que l'ensemble des résultats a été déjà publié dans un article du journal en juin 2025. Ici, le QR code, si vous voulez, je peux revenir à la fin de la présentation. Cette technique, elle était efficace, mais en fait, comme on a dit, que pour pouvoir réaliser un essai qui est non destructif, une méthode dans laquelle on n'a pas besoin à chaque fois de démonter la colonne pour réaliser les essais, et pour travailler avec une méthode qui est plus précise à l'échelle millimétrique, on a utilisé l'imagerie par résonance magnétique. L'ensemble des résultats a été réalisé dans un aimant supraconducteur magnétique qui est équipé d'un système de génération d'air humide à distance. Et comme le signal est directement lié à la quantité d'eau dans le matériau, alors on a préparé plusieurs étalons, chacun à une teneur en eau différente, et de 10 mm chacun. On a appliqué 15 temps d'encodage à chaque étalon et en utilisant une séquence d'impulsion par la méthode Single Point Imaging, cette technique a été choisie par l'équipe IRM parmi les différentes techniques, car de ses avantages qu'elle permet de minimiser autant que possible le temps de relaxation en minimisant le temps d'écho, et elle permet d'obtenir les deux paramètres qui sont la magnétisation pour un voxel M0 et le T2 étoile. Ensuite, on a pu obtenir la courbe de calibration qui relie le T2 étoile à la teneur en eau massique. Cette courbe de calibration a été ensuite utilisée pour des essais de séchage. Je présente ici un exemple d'un essai de séchage qu'on a réalisé sur un échantillon plus grand qui était de 3 cm. On voit bien qu'on était à cet état initial. Ensuite, on a arrivé à détecter le séchage avec une précision à l'interface sol-atmosphère. De plus, la conductivité hydraulique non saturée, elle était cohérente avec les résultats déjà obtenus dans la première technique. Donc, ce qui est intéressant par la suite, c'est qu'on utilise l'IRM pour des applications de température. J'ai présenté les deux premières techniques de caractérisation du matériau. On a vu que sous l'effet de température, les écoulements se font différemment. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'étudier l'effet sur la création des fissurations, leur initiation, ouverture, propagation, fermeture. Et donc, c'est pour cela qu'on a réalisé des essais de fissuration dans une enceinte climatique. Voici le protocole expérimental. L'enceinte climatique, elle était équipée par une balance pour pouvoir suivre la perte de masse, une caméra qui permet de prendre chaque 30 minutes une photo de la surface et deux profilomètres laser pour le suivi de la déformation de surface en 3D. Tous les échantillons ont été préparés de la même manière. Ils ont été premièrement compactés à l'état de compactage de référence.
emballés pour 24 heures pour l'homogénéisation. Ensuite, ils subissent un séchage. Plusieurs essais de séchage ont été réalisés à différentes températures. L'essai de séchage, le premier cycle, c'est de 24 heures. Ensuite, les échantillons ont été saturés par ajout d'eau de la surface et directement après l'humidification, ils subissent un deuxième séchage qui dure aussi pour 24 heures. Je présente ici un exemple de résultat pour les essais A20 et 40. Au début, on était au même état initial pour les deux. Après 24 heures, il n'y a pas beaucoup de fissuration à 20, mais il y a quelques fissurations à 40. Je trouve que si je remouille et je sèche, il y a une grande différence qui apparaît. Il y a beaucoup de fissurations qui apparaissent à 40 degrés. Donc, on voit que à l'interface sol-atmosphère, il y a des choses qui se passent, il y a des fissurations qui apparaissent. Elles sont en fonction de la température, du nombre de cycles humidification-séchage qui est appliqué. Donc, ce qui est intéressant de faire, ça ouvre des perspectives pour pouvoir voir l'effet à l'interface sol-échangeur, car les températures et le changement de température et les fissurations, elles peuvent affecter l'efficacité de stockage. Alors, comme conclusion générale, pour la première technique de séchage en colonne avec les papiers filtres, on a vu que sous l'effet de la température, et il y aura des gradients thermiques qui apparaissent dans la colonne. Et ainsi, il y aura une évaporation proche de la source de chaleur qui induit des transferts d'humidité vers les couches superficielles. Il y aura une redistribution globale de l'humidité dans la colonne. Ces résultats qui sont obtenus, ils serviront comme une base pour exploiter des outils de modélisation thermohydrique. On pourra appliquer cette méthode à d'autres types de sols. Et aussi, je veux ajouter que on pourra faire des cycles de température, par exemple de mettre à 40 puis à 20, de réaliser des cycles pour voir ce qui se passe aussi à l'interface sol-échangeur. Pour la méthode IRM, cette méthode, elle a permis de quantifier d'une manière non intrusive et continue le mouvement de l'eau dans les sols non saturés. Elle a permis une acquisition rapide de la courbe de conductivité hydraulique non saturée. Bien sûr, ça a besoin de temps d'exploiter les résultats, mais en fait, c'est rapide car c'est besoin seulement de 24 heures d'essai. Et ça ouvre des perspectives pour pouvoir utiliser l'IRM avec des applications de température. Pour les fissurations, on a vu que à l'interface atmosphère, il y a des fissurations qui ont apparu, qui sont en fonction de température, de nombre de cycles. Et comme on a dit, que ça ouvre aussi des perspectives pour voir ce qui se passe à l'interface sol-échangeur. Merci. Merci Alawan pour cette très belle présentation Merci qui fait partie, enfin, c'est un sujet d'actualité par rapport à tout ce qui est énergie. Donc je vois pareil sur le chat, il n'y a pas encore de questions, mais moi j'avais justement alors une question par rapport à... Ah, attends, j'ai parlé peut-être un peu trop vite. Il y a une question qui vient d'être posée. Bon, je la lis en premier. Ah, bonjour, je ne comprends pas comment un remblai soumis à la météo peut stocker de l'énergie en été, peut restituer de l'énergie l'hiver. Je comprends qu'il y a des flux si on sèche, mais je ne comprends pas le lien avec l'énergie. En fait, le stockage se fait à l'aide d'un système. On a vu qu'il y a qu'on appelle les capteurs solaires. Ensuite, à l'aide d'un système d'épuis énergétique dans le sol, on peut capter l'énergie avec une pompe. On peut les mettre dans le sol. Et ensuite, pendant l'hiver, on peut aussi, à l'aide du système, utiliser les pompes pour utiliser dans les bâtiments, pour le chauffage, comme ça. D'accord, merci. Je ne sais pas si ça répond à la question. J'avais une question justement. En fait, justement, c'est par rapport à la fissuration du sol. Oui. C'est un peu dans la conclusion. C'est un peu l'impact mécanique, sur la résistance mécanique du sol. Donc j'imagine que si on met le concept, il y a une structure au-dessus. Et donc, est-ce qu'on peut, imaginer qu'il y a des efforts parasites sur la structure, justement, liés à la variation de l'état hydrique du sol, est-ce que ce risque a été évalué? Le comportement mécanique, en fait, vous posez la question sur le comportement mécanique. Oui.
En fait, pour la partie mécanique, on n'a pas encore étudié dans la thèse. Je sais que dans le titre, on a évoqué que c'est comportement thermo-hydromécanique, mais en fait, on a jusqu'à maintenant pris la partie thermohydrique et on ne sait pas si on aura aussi le temps pour aller plus loin pour la partie mécanique. D'accord, ok. Bon, bah, en tout cas, merci pour cette très belle présentation. Merci à vous. Et, et on passera à notre troisième sujet. Donc, je pense qu'on est dans les temps. On passera au sujet sur l'analyse comportementale des sols de chaussée à dominante argileuse sous l'effet de sécheresse. Enfin, ça rejoint un peu le sujet sur ce qu'on a dit sur la fissuration, qui sera présenté par Mohamed Amin Soufi, qui rejoint le groupe Géotech dans le cadre d'une thèse CIFRE en collaboration avec l'Institut mécanique et d'ingénierie de l'Université de Bordeaux. Mohamed Amin, je vous laisse la main. Merci Ali. Je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour le partage? Oui, oui, c'est bon, on arrive à voir votre écran. Ok, donc